c'est quand même très difficile d'anticiper à l'avance où ils vont se produire. Et ça pose des petits problèmes, notamment en question pour ce qui est des archives, par exemple. Donc, les choses qu'on cherche à étudier, c'est dans le cadre de séisme, par exemple, la mécanique des failles, comment la déformation se produit. Et puis, dans le cadre des volcans, c'est par exemple comment le magma est stocké en profondeur et se déplace, donc comment l'aléa volcanique évolue au cours du temps. Et l'intérêt de l'optique haute ou très haute résolution, donc Pléiades, puis Co3D dans le futur, c'est notamment qu'on n'a pas de saturation du signal quand on s'approche par exemple, de la zone de faille. Vous avez deux vignettes à droite qui illustrent la déformation associée à un séisme de magnitude 7.7, donc un très très gros séisme continental. En haut, vous avez l'image INSAR qui vous donne la déformation plutôt à des distances plurikilométriques de la faille qui est au centre. Vous avez les petits centres de la petite étoile rouge. Et vous voyez qu'à proximité même de la faille, vous n'avez pas de données parce que la déformation est tellement grande qu'elle sature complètement le capteur radar. Et donc, la vignette du bas montre une image de corrélation, donc de déformation horizontale calculée à partir de l'image spot 5 dans ce cas-là. Et là, on peut s'approcher de la faille jusqu'à une distance très très proche. Donc, on a des hautes résolutions spatiales, ça c'est intéressant. Et en combinant ces deux types de techniques, ou en ayant une bonne connaissance de la topographie numérique, j'y reviendrai ensuite, on peut en fait calculer directement le champ de déformation 3D avec ce type d'image. Comment on fait ça? Si vous pouvez passer à la diapo suivante. Essentiellement, on utilise la chaîne de traitement MIPAC qui a été aussi mentionnée par Anne juste avant et qui est en fait le noyau dur derrière le service DSM Opt qui est maintenant en phase test pour Formater. Donc cette chaîne, elle est à l'origine, c'est un produit IGN qui a été au cours des 10 dernières années adapté à l'imagerie satellitaire en collaboration entre l'IGN et nous-mêmes. Elle permet entre autres de combiner des images de capteurs différents. Donc là encore, on pourra évoquer le problème de l'archive et permet de prendre en compte des géométries d'acquisition différentes. Donc sans rentrer dans les détails, vous avez des petites vignettes en bas, là, typiquement sur le séisme qui a frappé la Californie il y a 2 ans. On n'avait pas forcément la bonne archive Pléiades, donc on a dû mélanger Worldview et Pléiades. Cette chaîne de traitement permet de le faire. Donc, ce qu'on fait avec cette chaîne, typiquement, c'est qu'on va faire les calculs de MNT ou de DSM avant et après l'événement. On va faire l'orthorectification des images avant et après en utilisant les DSM adaptés. Puis ensuite, on va faire la corrélation des images, qui va nous permettre d'avoir le champ de déplacement horizontal qui, à son tour, va être utilisé pour corriger l'un des deux DSM du déplacement horizontal et enfin faire la différence des deux DSM pour mesurer le champ de déplacement vertical. C'est la petite vignette que vous avez à droite. Vous voyez deux champs de déplacement, deux DSM, pardon, qui ont été décalés pour tenir compte du déplacement horizontal associé au tremblement de terre. Donc, on a une chaîne là qui est maintenant assez fonctionnelle et qui permet de mesurer le déplacement en 3D associé à ces grands séismes ou typiquement au changement de volume associé à une éruption volcanique. Je vais vous montrer juste quelques exemples d'applications récents. Voilà, la diapo suivante. Donc, encore une fois, cet exemple ici est l'exemple d'un séisme qui s'est produit non pas en 2018 comme c'est indiqué, mais en 2019. Donc, vous n'en avez pas forcément entendu parler. Le chat fait éruption de façon très intéressée par la déformation quotidienne. Donc, vous n'avez pas forcément entendu beaucoup parler de ce séisme parce qu'il a en fait affecté une zone essentiellement désertique de la Californie. Une base militaire posée juste sous l'épicentre. Ce que vous voyez sur cette image ici, c'est une image du champ de déformation horizontale calculée à partir des images Pléiades et Worldview avant et après. Donc, vous avez ici une résolution du champ de déformation de 50 cm. Donc, vraiment, vous avez une densité de points très, très importante qui nous permet de regarder la façon dont la déformation se distribue en surface. Vous voyez sur la vignette principale des petites flèches qui indiquent à chaque fois des discontinuités dans l'image, qui sont des failles sur le terrain, avec du déplacement qui peut atteindre
plusieurs décimètres, voire des mètres dans ce cas-là. Donc ça, c'est intéressant évidemment pour comprendre la mécanique du tremblement de terre, mais ça intéresse aussi beaucoup nos collègues, par exemple, qui sont en charge de la sûreté des installations, on va dire sensibles, mais typiquement des installations nucléaires, par exemple, puisqu'aujourd'hui, une des grandes questions, c'est de savoir à quelle distance d'une faille potentielle il faut se mettre pour être à l'abri d'une déformation conséquente. Donc, il y a non seulement des aspects fondamentaux, mais il y a aussi des aspects plus appliqués associés au travail sur l'aléa. Une dernière petite remarque sur cette image, et qui rejoint aussi ce qui a été dit notamment sur les aspects végétation, c'est que les séismes sont des grands objets. Vous voyez ici, on a juste un petit magnitude 7, si je puis me permettre, et la zone de déformation fait plus de 80 km de long. Donc, il faut une quantité d'images en fait assez importante. Voilà, diapo suivante. Donc, un autre exemple ici, plus proche de chez nous. Ici, pour nous, un exemple un petit peu extrême, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder des séismes en Italie, où on a une déformation beaucoup plus faible, on parle de quelques décimètres, peut-être 1 mètre, on est dans des pentes très fortes, on a de la végétation, donc tout ça n'est pas forcément favorable, mais malgré tout, en utilisant des images Pléiades, vous avez à gauche l'image du champ de déformation horizontale, et vous voyez chaque discontinuité là entre le orange et le bleu correspond à la localisation précise d'une faille. Vous pouvez voir le petit profil qui vous indique ici c'est de moins 120 à quasiment moins 60, donc vous avez 60 cm de déplacement horizontal. Et puis, en utilisant cette image de la déformation horizontale, on va corriger les DSM avant et après pour les remettre en face. Ensuite, on peut les soustraire. Et donc, sur la vignette de droite, là, vous avez l'image de la déformation verticale associée à ce séisme. Ce qui est intéressant, encore une fois ici, c'est qu'on a pu s'approcher littéralement de la fracture pour faire la mesure jusqu'à la fracture, ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'INSAR, et donc ça nous a permis de différencier des aspects gravitaires, des aspects tectoniques dans ce cas. Voilà. Peut-être un dernier petit exemple sur des aspects volcaniques cette fois-ci. Vous avez peut-être entendu parler de l'éruption de la soufrière de Saint-Vincent aux Antilles. Donc là, encore une fois, on a fait, en utilisant le même genre de technique, on a pu calculer des DSM, Pléiades et Pléiades plus Copernicus. Ensuite, on fait de la comparaison de DSM. Et donc, on peut faire des calculs de différentes altitudes. C'est ce que vous avez la vignette en bas à droite, qui permet de voir, par exemple, où on a des accumulations de téphra ou alors les modifications du cône volcanique. Donc, évidemment, dans le cas des volcans, avec des difficultés, c'est aussi la quantité de fumée et de nuages qui peuvent obscurcir le champ de vision. Et autre point important à noter, autant les volcans sont des objets plus petits, autant ils se modifient très rapidement. Donc là encore, si on veut faire un suivi temporel, on a besoin d'avoir de l'imagerie en quantité pour pouvoir faire une étude qui ait un sens. Voilà, on peut avancer. Donc, pour essayer de conclure et de ne pas être trop long, donc, pour la validité des systèmes Pléiades, parfois nous pose des problèmes méthodologiques. Alors, ça a l'air de ne pas être au programme de Code 3D qui est moins flexible, donc ça s'en fait plus facile. Néanmoins, donc, tout ça permet de calculer des DSM qui sont un produit extrêmement utile, non seulement au cours du processus, mais ensuite même pour faire des calculs de déformation. Souvent, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas anticiper où va se produire l'éruption volcanique ou le séisme, donc on a des problèmes d'archives. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, peut-être dans la façon de programmer les acquisitions de base de Code 3D. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de mélanger comme on peut avec ce qu'on trouve. Donc, très souvent, on fait du spot set Pléiade ou Pléiade Worldview ou Pléiade n'importe quoi, ce qu'on trouve finalement, image aérienne par exemple. Une autre question qui va venir dans les politiques d'acquisition, c'est comme je l'ai dit, les séismes ou les volcans représentent des grosses quantités d'images si on veut vraiment regarder une rupture de surface importante. Je vous ai dit, à magnitude 7, c'est 70 km de rupture, mais à magnitude 8, comme on a pu avoir en Alaska ou en Chine, ou comme on attend un jour en Californie, on est en train de parler de 200 ou 300 km de rupture. Donc là, ça présente des quantités d'images
stéréo avant, de la stéréo après. Pareil, dans le cas des volcans, on veut non pas forcément une grande densité spatiale, mais une grande densité temporelle, donc beaucoup d'images, encore une fois. Justement. Il nous arrive de travailler assez souvent dans un mode urgence, on va dire, et là, on s'associe au mécanisme de la sieste et de la charte. Donc, grâce au CNES, on a accès aux images, mais il y aurait sûrement des choses à améliorer dans la spécification des images qui peuvent être utilisées pour faire ces calculs de déformation, qui peuvent être très différentes de ce qui est fait de base en mode charte. Voilà. Et puis, il y a évidemment aussi des synergies entre aujourd'hui ce qui va être la THR en radar et en optique, parce que là, on voit qu'il y a des nouvelles choses à faire. Vous avez une image là de la Sophia Saint-Vincent calculée, imagée avec une image radar Capella, donc avec une taille de pixels 45 cm. Et vous voyez qu'on voit des choses extraordinaires. Donc, ça, combiné au potentiel de Co 3D, Oui. on va sûrement pouvoir faire des trucs incroyables.